Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau live ce soir avec Angélique, une alumni de la BBS, qui va nous parler un petit peu de son parcours et de ce qu'elle est devenue après l'école. Voilà, on l'a notamment croisée dernièrement sur Vivatech, puisqu'elle était sur le stand de son entreprise. Comment ça va, Angélique? Salut Nathan, écoute, ça va bien, merci. Et toi? Très très bien, bah, ravi de pouvoir faire ce live avec toi. On va rappeler que tu es de la promo Genesis Ouais, de la BBS, voilà, la toute première cohorte à être venue se former après le lancement de l'école. Donc c'était en mars 2023, oui. le début de formation. Bah justement, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours, ton bagage jusqu'à cette fameuse entrée en formation à la BBS. Ok. Alors, moi, mon parcours, moi, je viens plutôt du milieu du marketing. Donc, j'ai un parcours scolaire un peu classique, on va dire. Je fais une école de commerce, suivi d'un MBA spécialisé sur les industries du luxe. Suite à ça, j'ai eu des expériences vraiment dans la direction marketing et communication au sein de plusieurs boîtes. Je suis passée par Puig Prestige Beauté, par Lancel. J'ai fini par 9 ans aux Galeries Lafayette. Et au cours de ce parcours, j'ai fait plein de choses. Je travaillais beaucoup, moi, notamment aux Galeries Lafayette, en lien avec les magasins physiques de ces marques-là. Le Covid est arrivé en 2019, 2020 même. Et en fait, étant Galerie Lafayette, je travaillais vraiment en lien avec les magasins, comme je l'ai dit, et je me suis retrouvée finalement à ne plus avoir de boulot parce que les magasins fermaient. Donc, grosse remise en question sur les limites de mon job, en fait, de qu'est-ce que je fais. Les magasins sont fermés, c'est quoi aujourd'hui, comment je peux aller au-delà de ça. Et donc, je m'intéressais déjà pas mal à ce qui était tout ce qui touche au digital. Et je me suis dit, go, je vais me former sur ces sujets-là. Donc, j'ai fait déjà, avant la BBS, j'ai repris des études une première fois. J'ai fait un MBA en marketing digital à l'EFAP pendant une année en parallèle de mon job. Et donc, c'est au cours de ce MBA que j'ai eu un cours qui a été un peu game changer pour moi. C'était un cours sur la blockchain donné par Jürgen Saint-Bayonne, qui est un pro de ce sujet. Et donc voilà, ça a été vraiment le début pour moi de cette aventure vers la blockchain, le Web3, parce que vraiment, ça a été une vraie découverte pour moi. Tant et si bien que j'ai continué à creuser par moi-même, que j'ai fait ma thèse de MBA en lien avec ce sujet-là, du coup, et les industries du luxe, puisque c'était un peu mes racines, on va dire, professionnelles. Et à l'issue de ça, j'ai commencé à chercher un job dans l'écosystème. Pas évident parce que j'étais confrontée, finalement, on cherchait un peu un mouton à 5 pattes à ce moment-là sur les profils, des gens qui avaient de l'expérience, mais en même temps sur un écosystème qui était assez récent. Donc, j'ai un profil qui intéressait, mais voilà, il manquait quand même ce tampon qui attestait de connaissances, en tout cas sur ces sujets en lien avec le Web3, la blockchain. J'ai échangé avec le cabinet de recrutement qui s'appelle Ubiki. Et Inti m'a dit en entretien, ça serait bien que tu puisses avoir quand même une attestation de connaissance, que tu aies un diplôme, quelque chose qui montre que voilà, tu puisses montrer ça finalement aux entreprises pour passer le pas finalement et arriver à transformer ma quête. Suite à ça, en fait, ça a vraiment coïncidé finalement avec l'annonce du lancement de la BBS par l'écosystème Pirate Slam. Moi, c'est un écosystème que je connaissais déjà, que je côtoyais. Je venais aux événements qui avaient lieu et qui étaient organisés par Pirates. Donc finalement, ça a vraiment été, ça a coïncidé. Évidemment, j'avais regardé, tout le monde connaît Alira, j'avais regardé cette école aussi. Et finalement, du coup, j'ai un peu réfléchi entre les deux. Je connaissais l'écosystème Pirates, les intervenants, l'équipe pédagogique, ça m'a beaucoup rassurée. Et surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'attrait business qui était proposé sur cette formation, qui, moi, venant du business et du marketing, ça vraiment, ça me parlait. Donc voilà, le choix était assez vite fait finalement. Après, c'est vrai que c'était un peu un challenge parce que c'était la première promo, donc il y avait une petite prise de risque quand même de se dire, ok, qu'est-ce que ça va donner cette formation?
Et voilà, j'en étais ravie. C'était une super expérience, c'était génial. Donc voilà un peu comment je suis arrivée jusqu'à la BBS. Ok, super, super intéressant. Bah, c'est bien que tu parles de cet aspect business parce que c'est pour le coup c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à Bilal, hein. À chaque fois qu'il explique la genèse de l'école, il rappelle que bah, c'était sa volonté, hein, justement d'apporter cet aspect business, cette connexion aussi avec le terrain et ses réalités, ses besoins. Donc des besoins très business, hein, donc de coller à ça pour avoir quelque chose de cohérent. Et donc, effectivement, oui, ça fait partie de la façon dont les formations sont construites avec les contenus. Voilà, il y a ces aspects très business qui sont apportés. Donc, tu suis donc ta formation à la BBS qui se passe bien. Et alors, si ma mémoire est bonne, il me semble que tu as tes premiers contacts avec ton futur employeur, qui est toujours ton employeur actuel dont tu vas nous parler, alors que tu es encore en formation, il me semble. Ouais, en fait, le premier contact que j'ai eu, c'était à la Paris Blockchain Week en mars 2023, donc, où j'ai croisé donc Absolute Labs, qui est toujours l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc à l'époque, j'avais pas encore, j'étais en phase de démarrer finalement à BBS, mais j'avais pas encore démarré, je crois, c'était à quelques jours près. Et donc c'est la première fois que je les ai rencontrés, c'était à cette occasion-là. Et finalement, de fil en aiguille, voilà, je les connaissais et je les ai recroisés en fait à un événement chez Pirates Lab à l'issue de ma formation BBS. Donc c'était au mois de juillet, donc on venait de finir BBS et il y a eu un événement. Alors je crois que c'était autour du luxe. Il y avait Ariani et Absolute Labs qui étaient sur le panel. Et donc, ça a été l'occasion de rééchanger avec Riyad dans l'équipe qui est en charge des partnerships. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est recroisés sur d'autres événements. On a poursuivi les discussions. Et voilà, puis j'ai démarré au mois d'août. Donc ça s'est fait en un mois de discussion. Ok, ouais, donc assez rapide par rapport à Ouais. par rapport à ta fin de formation. Donc ça c'est cool. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Absolute Labs et Ouais. ce que fait cette entreprise et puis bah du coup nous expliquer ce que toi tu fais au sein d'Absolute Labs concrètement au quotidien autour du marketing, hein, puisque voilà, c'est toujours sur cette branche-là que tu travailles aujourd'hui et donc bah, on comprend aussi la cohérence avec ton bagage, on va en reparler. Mais donc voilà, présente-nous Absolute Labs, Ouais. ce que fait l'entreprise et ce que toi tu y fais. Ok. Donc Absolute Labs, c'est une start-up qui, à la base, c'était vraiment une solution de CRM Web3, donc CRM pour les crypto-wallets. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des profils clients liés à un email, on a des profils de crypto-wallets. Aujourd'hui, on a une offre qui est un peu plus étoffée, un peu plus complète. Finalement, ce qu'on propose, donc c'est un SaaS. On travaille beaucoup finalement avec des marques, ce qu'on appelle Web 2, donc c'est beaucoup de retailers, des marques de luxe notamment, mais voilà, tout secteur confondu finalement, et des pure players Web 3 qui ont besoin de s'équiper avec un stack marketing. Et donc, ce qu'on va proposer aujourd'hui, on a une offre, on va dire, sur 4 piliers. On a un premier pilier qui va être orienté sur du e-commerce, un deuxième pilier qui va être sur du drive to store, un troisième pilier qui va être de l'enrichissement de CRM existants, et un quatrième pilier qui va être le paiement crypto. Donc ça, c'est un peu les 4 piliers qu'on va proposer dans notre offre. Finalement, alors pour vous faire un peu le parcours utilisateur, on va dire, et comment on travaille. On a une première brique dans notre solution qui va être un web SDK, donc c'est quelques lignes de code qu'on va venir intégrer dans le site web de nos clients. Donc, on met les petites lignes de code, et finalement, ça va nous permettre de détecter tous les visiteurs qui ont un crypto wallet installé dans le navigateur, donc une extension de crypto wallet installée dans le navigateur. Donc ça, c'est une première info, en tout cas, pour nos clients, j'ai X% de mon trafic qui est appétant à la crypto, au Web3 de manière générale.
Donc ça, c'est intéressant pour les marques pour se dire, OK, il y a un potentiel où ça n'intéresse personne, je ne vais pas plus loin. Voilà. Déjà, c'est un premier indicateur. Si il s'avère qu'on a un potentiel intéressant de crypto shopper, la deuxième étape, ça va être de mettre en place des triggers, finalement, des pop-up. Souvent, ça se fait sous forme de pop-up qui apparaissent sur le site, qui vont être déclenchés au moment où le crypto wallet est identifié et qui va proposer un incentive, une offre, un service, une promo. Voilà, ça, c'est la marque qui décide et qui va proposer une offre au visiteur qui a un crypto wallet pour qu'il connecte son wallet. Donc là, on a un wallet connect, tout le consentement qui va bien, évidemment, puisqu'on doit être RGPD compliant, donc on n'y coupe pas. Et une fois qu'il a accepté le wallet connect, on va connaître l'identité du wallet. Donc là, on arrive dans la deuxième étape de notre plateforme où aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine de blockchains, de data de 10 blockchains dans notre plateforme, ce qui représente à peu près 1,4 milliard de profils de wallets. Donc parmi tous ces wallets, on va pouvoir finalement recouper l'info, avoir des infos sur, maintenant qu'on connaît l'identité du wallet, avoir des infos sur ce wallet, sur les plateformes avec lesquelles il interagit, le pays où il est localisé, le type d'asset qu'il détient, la valeur en crypto qu'il détient. Donc, on a tout un tas d'infos sur le wallet. Et donc ça va intéresser les marques pour plusieurs raisons. Déjà pour se dire, peut-être que j'ai ce client, parce que je précise avant d'aller plus loin, on va aussi pouvoir réconcilier cette data. Si c'est un client existant dans le CRM de la marque, on va pouvoir enrichir ce profil avec les infos du wallet. Donc, on va gagner en connaissance client pour la marque. Et donc, on va pouvoir se dire, par exemple, un client, je sais pas, chez Vuitton, un client qui a juste acheté un portefeuille, un petit porte-carte, qui n'est pas un gros client pour Vuitton, peut-être que quand il va arriver sur le site, qu'il va faire son Wallet Connect, on va se rendre compte qu'il est multimillionnaire en crypto. Donc là, ça permet aux marques de se dire, OK, je vais identifier, je vais enrichir ma connaissance client et je vais peut-être identifier des clients à qui je pourrais proposer du service, des produits spécifiques, des offres, des invitations à des choses. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir détecter ces gens-là et les adresser. Et donc, une autre brique supplémentaire, ça va être de pouvoir proposer et accompagner, en tout cas la marque. On a des partenariats avec Crypto.com notamment, Stripe, accompagner la marque sur la mise en place de paiements crypto sur leur e-commerce. Voilà. Et donc, Crypto.com, c'est un partenaire avec qui on travaille énormément. Et on a aussi des actions Drive to Store, donc comme je le disais dans les 4 piliers, qui vont permettre de capter un peu ces gens qui ont des moyens en crypto notamment, et de pouvoir les inviter en magasin, leur proposer des expériences spécifiques. Et ça, on le fait notamment en partenariat avec Crypto.com. Donc, voilà un peu ce qu'on propose dans cette solution Absolute Labs. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des points que tu voudrais que je précise, n'hésite pas à me Non, dire. non, 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 c'est plutôt clair, je pense. De toute façon, si jamais il y a des personnes qui ont des questions, vous avez le menu questions et réponses, hein, Q et R au bas de votre écran pour pouvoir les poser, hein. Je les transmettrai à Angélique. Et alors, donc, du coup, quel est ton poste aujourd'hui chez Absolute Labs sur lequel tu as été recruté et au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Voilà, quelles sont tes missions? De quoi tu t'occupes? Alors, donc moi, je viens du marketing et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Donc, chez Absolute Labs, je suis marketing manager, donc je m'occupe de tout ce qui tourne autour du marketing, hein. On est en mode start-up, donc petite structure et finalement, marketing, ça englobe pas mal de sujets. Et donc, c'est vrai que moi, ce qui a intéressé Absolute Labs, je pense, c'est mon parcours, notamment dans les marques Web 2, retail, fashion, luxe, etc., puisque c'est quand même une des grosses verticales vers lesquelles Absolute Labs va. Donc, je pense que ça a été une des raisons, en tout cas, pour lesquelles ils m'ont recruté, en complément finalement de la formation de BBS qui, voilà, pour travailler pour ce type de société, forcément, il faut avoir quand même un minimum de background sur ces sujets-là, comprendre
de quoi on parle pour pouvoir produire des contenus, des communications, des choses finalement liées à cet écosystème. Donc voilà, je m'occupe notamment de tout ce qui va être la com au sens global. Donc ça va être du social media, ça va être gérer la base de prospects et clients, faire des campagnes d'emailing, gérer aussi la partie événements. Je travaille aussi avec Riyad, dont j'ai parlé tout à l'heure. On collabore sur la partie partenariat, notamment avec Salesforce, qui est un de nos gros partenaires avec qui on développe du business. Donc voilà, et puis il y a une grosse partie forcément en mode startup sur aller chercher des leads et puis voilà, développer le business. C'est ça l'objectif. Ok, bon voilà, donc une chose importante à retenir du profil d'Angélique, et c'est aussi, voilà, c'est aussi pour ça que c'était intéressant de te faire témoigner aujourd'hui. C'est ton bagage en marketing qui a beaucoup joué dans ton recrutement. La formation à la BBS a évidemment eu son impact, mais cette formation vient amener de nouvelles compétences à un profil existant. Et donc, bah, voilà, il y a quelque chose qui est déjà là hein, au moment où où on vient se former. Et cette partie-là est au moins tout aussi importante que la formation en elle-même, si ce n'est plus. Et moi, je pense que c'est plus. Donc voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous regarderont, voilà, c'est hyper important à avoir en tête. L'employabilité, votre employabilité, l'attractivité de votre profil, ça passe aussi par ça, par le bagage professionnel, les expériences que vous avez déjà eues. Et en fait, on capitalise là-dessus pour s'intégrer dans le secteur du Web3 avec éventuellement une formation qui va accélérer un petit peu tout ça, qui va apporter des compétences complémentaires et ben, évidemment la partie technologique, hein, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment c'est encadré juridiquement, les usages qu'on peut en faire, etc., etc. Mais voilà, vous arrivez avec votre bagage et on capitalise dessus. Donc ben voilà, Angélique, elle avait un bagage en marketing et c'est en grande partie pour ça qu'elle a été recrutée et qu'elle a été recrutée pour faire du marketing. Donc tu nous l'as dit, c'est ce que tu continues à faire aujourd'hui. Et donc, bah, quand on parle de marketing, on ne parle pas forcément de marketing spécifique au Web3. C'est du marketing tout court. Alors peut-être que, est-ce que vous faites du marketing pour le coup Web3? Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques du Web3 pour des actions marketing, pour de l'acquisition, de la fidélisation, pour ouais, ce genre de choses, ou pas du tout? Est-ce que vous êtes vraiment que sur du marketing classico-classique? On est globalement sur du marketing classico-classique, hein, parce qu'on utilise les canaux classiques, on va dire, hein, donc un CRM classique, des réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter. Voilà. Donc c'est globalement des événements. Donc il y a voilà, des événements certes Web3, on fait aussi des événements. On a fait Vivatech, mais on fait aussi NFT Paris, Paris Blockchain Week. Voilà, on fait d'autres événements vraiment liés à l'écosystème, mais malgré tout, voilà, nos outils de marketing, on va dire, ça reste quand même globalement des outils marketing classiques, comme on trouve par ailleurs. Voilà, après, on a développé nous aussi un outil plutôt vente, donc un outil marketing vente qui est à destination des vendeurs, enfin des AI, ça s'appelle ça, les account exécutifs chez Salesforce, qui peuvent, grâce à notre outil, analyser finalement le potentiel de marché adressable Web3 pour leur marque. Donc là, on utilise les datas finalement qu'on a dans notre plateforme. Donc, j'ai envie de dire, ce serait le lien qu'on a avec le Web3 à la blockchain. Mais voilà, on reste sur du marketing assez classique, on va dire. Ok, et alors du coup, tu nous as expliqué que bah, il y avait, t'as quand même eu un lien avec le monde du luxe dans des expériences passées. Et donc, bah, ce lien est toujours là puisque Absolute Labs est incubé par l'incubateur de LVMH, hein, c'est bien ça. Tout à fait, la maison des Euh, startups. Ouais. voilà, et donc tu me disais que certaines marques de LVMH utilisent les solutions que Absolute Labs propose.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Nos clients, finalement, on n'a pas toutes les marques du groupe, hein, mais on a quelques marques, en effet, avec qui on collabore et on a mis en place notre solution. On a d'autres groupes aussi, fashion, luxe, qui font appel à nos services. Donc oui, je pense qu'en effet, ça a été quand même, c'est un des gros, un des secteurs majeurs vers lesquels on développe notre business. Donc c'est vrai que c'était intéressant, en tout cas pour Absolute Labs, d'avoir quelqu'un qui connaît un peu ce secteur, qui vient de ce secteur-là. Donc oui, je pense que ça a été important, en tout cas, dans le choix de mon profil. Tout à fait, complètement. Alors, bah tiens, j'ai quelques questions pour toi. Alors, bon, là sur cette question, je sais pas si, je sais pas si tu auras la réponse parce que là, pour le coup, c'est du légal. Mais c'est Sophia qui nous demande comment vous assurez la, la compliance avec le RGPD, étant donné que vous récupérez en fait des datas sur des users du Web3 qui vont connecter des wallets et vous, comme tu le disais, vous pouvez faire de l'enrichissement de la base de données clients en faisant le lien avec des clients existants, etc. Donc voilà, Sophia demandait comment est-ce qu'on peut respecter le RGPD avec ces données qu'on collecte et puis les liens qu'on fait avec. Alors déjà, la data on-chain, elle est publique. Donc, globalement, l'info du wallet est publique. Ce qui est touchy, entre guillemets, c'est de se dire on connaît l'identité du wallet et on va faire un rapprochement avec un profil client, si on a un profil client. Donc non, après, ça reste des mentions légales assez classiques, hein, sur le traitement de la data, le stockage de la data, etc. Donc, il n'y a pas de spécificité, si ce n'est que c'est de la data de wallet. Donc, voilà, c'est juste ça la différence, mais c'est les mêmes règles finalement que du traitement de data email. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais Bah Sophie. écoute, elle nous dira. De toute façon, elle a pas mal d'autres questions. Elle demande aussi quels outils tu utilises pour le tracking ou l'analyse de ta data. De la data des wallets, c'est ça? Oui, je pense que ça s'applique plutôt effectivement aux données qui sont connectées et qui sont en lien effectivement avec le Web3, donc les wallets, ouais. Bah, nous, de notre côté, on a notre plateforme donc, qu'on héberge nous, où on a retraité toute cette data on-chain pour créer ces profils de wallet. Donc ça, nous, la data est chez nous. Après, l'idée, c'est quand on a cette connexion qui est faite, c'est que quand on vient enrichir la data, ça vient enrichir le profil client dans le CRM existant de la marque. Donc, ça peut être un HubSpot, un Salesforce, ou voilà, tout dépend de l'outil qu'a la marque. Mais c'est dans cet outil qu'on va venir injecter de l'information sur le profil client. Ok, ouais, donc voilà, elle nous demandait si tu utilisais des outils comme Google Tag Manager, des choses comme ça. Ouais. Alors, je ne suis pas la tech de l'équipe, mais oui, en effet, il y a en effet du Google Tag Manager dans la partie tech. Alors après, je ne pourrais pas expliquer plus en détail parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ensuite, elle demande une fois que, que tu as ces datas-là, par quel canot vous passez pour adresser ces clients-là? Si Ouais. c'est voilà, si c'est vous qui le faites, parce que c'est peut-être directement les marques, hein, après, une fois que vous leur avez donné ces informations-là qui vont s'occuper d'adresser leurs clients, mais avec une meilleure connaissance de ces clients-là. Alors, il y a plusieurs moyens. C'est où, en effet, l'info est en base euh, et on connecte avec un profil client existant. Donc là, finalement, la marque, elle a déjà des canaux de communication avec ce client. Ça peut être le téléphone, l'email. Nous, dans la plateforme, en tout cas, on n'a pas toujours la même info selon les profils de wallet. On peut avoir des infos comme l'email. Hein. Parfois, on a l'email. On peut avoir
Twitter handle, enfin X handle, Discord. On peut avoir, on a du Farcaster aussi à un moment. Donc, voilà, on peut avoir aussi, nous, des infos qu'on a récupérées dans la plateforme, qu'on peut venir injecter aussi dans le CRM de la marque. Et on a aussi, nous, dans notre plateforme, une brique, en fait, de marketing automation où on va permettre finalement à nos clients de faire des segments de wallet, de crypto wallet, selon les critères qui les intéressent. Voilà, ils peuvent se dire, je veux je veux tous les wallets qui ont plus de tant de valeur détenue, qui ont un Twitter handle, qui ont tel type d'asset, etc. Ils vont pouvoir faire des segments finalement de clients, enfin de clients, de wallets plutôt, des segments de wallets dans la plateforme, et ensuite les adresser. Donc là, les adresser selon les canaux de communication qu'on détient sur les profils, selon des triggers aussi qu'on va définir. C'est un peu finalement comme un CRM classique où on dit selon tel trigger, on va déclencher telles actions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à travers notre plateforme. Voilà, il y a les deux canaux, entre guillemets, sont possibles, côté client ou côté plateforme absolue. Ok, et alors de ton expérience, de ce que tu as pu voir, expérimenter, et peut-être aussi en comparaison avec tes expériences précédentes dans le marketing, est-ce qu'il y a selon toi des points d'attention voilà, à avoir en tête pour l'acquisition et la rétention des users Web3? Tu vois, peut-être par rapport à une cible Web2, tu vois, qui n'utilise pas ces technologies-là et ces outils-là, des wallets, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences, des spécificités à avoir en tête sur de l'acquisition comme de la rétention? C'est une bonne question, ça. C'est vrai qu'on n'a pas forcément fait de comparatif. Après, c'est vrai que les audiences Web3, elles aiment qu'on leur parle avec peut-être un langage plus adapté à leur centre d'intérêt. En tout cas, nous, dans ce qu'on préconise, c'est d'avoir vraiment des attentions particulières, des choses qui leur sont dédiées, parler leur langage. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on essaye sur lesquelles on essaye d'accompagner les clients. Voilà, après, ça reste des gens comme toi et moi, hein, finalement. Il n'y a pas, voilà, je vois pas trop d'éléments très, très clivants qui les différencieraient d'un profil classique, on va dire. Voilà, ça reste des acheteurs comme des autres. Après, c'est vrai que nous, on peut identifier, notamment via notre ligne de code, là, notre SDK, on identifie par exemple pour les marques que des gens qui ont des crypto-wallets s'intéressent plus à certaines catégories de produits ou certains produits de la marque. On arrive, nous, à voir parfois, en tout cas, sur des choses qui les intéressent dans ce que propose la marque. Voilà, il y a des fois des choses qui diffèrent un peu de l'audience lambda, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt sur ces types de choses où on essaye de pousser aussi des actions et de la data, en tout cas aux marques, pour voilà, proposer des choses peut-être sur mesure ou qui correspondent plus à ce qu'attendent ces audiences-là. Ok. Est-ce que c'est une clientèle plus jeune, celle qui a qui a un wallet, qui a des cryptos dessus, tu vois, notamment pour ces marques de luxe, etc. Je sais pas, est-ce qu'elles rajeunissent en fait un petit peu leur clientèle voilà, en s'ouvrant à cet écosystème-là, ou finalement en fait pas du tout et ils retrouvent des typologies de clients qu'ils ont déjà, mais qui vont utiliser voilà, des canaux différents et des outils différents. Ah, c'est vrai que nous, on n'a pas, de notre côté en tout cas, on n'a pas cette info, puisque globalement, on n'a pas les dates de naissance sur les profils de crypto wallet. Et ça, c'est plutôt une data qui va être côté marque. Donc là, il faudrait que nous, on pose la question aux marques. Mais voilà, c'est compliqué d'avoir ce type d'infos et de retours et d'analyse de la part des marques. Nous, voilà, on donne de la data, on les accompagne sur la data qu'on peut nous fournir, mais avoir la data dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai pas l'info officielle, hein, donc je pourrais pas te dire. Moi, intuitivement, je dirais que probablement que oui, surtout que les marques de luxe ont quand même une clientèle un peu traditionnelle. Enfin, ça dépend des marques encore, hein, mais voilà, plutôt vieillissante. C'est vrai que les gens qui ont les moyens, en tout cas, d'être clients de ces marques-là, c'est plutôt des gens
qui ont quand même un certain âge, un certain bagage. Aujourd'hui, voilà, on a des plus jeunes générations, des gens qui ont acheté de la crypto, qui ont investi dans la crypto, qui sont plus jeunes, voilà, qui ont des moyens différents, mais qui sont tout aussi intéressants. Et voilà, je pense globalement, c'est mon intuition, hein, mais c'est peut-être faux, mais intuitivement, je dirais que c'est une clientèle un peu plus jeune que la clientèle traditionnelle, on va dire, des marques. Et voilà, on a les Gen Z, bientôt les Gen Alpha, mais voilà, ça va, c'est les futurs clients de ces marques-là, et c'est voilà, des générations qui auront de plus en plus de wallets. Enfin, c'est évident, et voilà, moi c'est tout ce que je souhaite, en tout cas, que ça continue à se développer, et c'est sûr que ce sera le cas, je pense. Ça marche. Et alors, on a une dernière question d'Esteban ce coup-ci, puisque donc tu nous as expliqué que tu faisais aussi une partie un petit peu communication. Euh, Oui. hum, donc Esteban nous dit pour le marketing Web 2.5, quels sont pour toi les meilleurs canaux de communication à utiliser? Tu vois, comment est-ce qu'on s'adresse à à cette clientèle? Est-ce que ça va être des outils de communication ou des canaux finalement assez classiques comme des outils d'ads? Ou est-ce qu'on va plutôt aller sur des outils communautaires, tu vois, avec des AMA sur Discord, des choses comme ça? Bah, je pense que les deux sont intéressants. Je pense pas il faille se concentrer sur qu'un seul type de canal d'acquisition. Euh, j'ai envie de dire, activons tout ce qu'on peut. Enfin, à un moment, est-ce qui est le plus performant? Faut tester, faut tester. Euh, Après, voilà, clairement, les audiences qui sont appétentes crypto, elles sont beaucoup sur Twitter. Donc, c'est vrai qu'avoir une présence sur Twitter, ça reste quand même important, surtout si on a des projets en lien avec la crypto. C'est important, en tout cas, de les relayer, d'être visible sur ces canaux-là. Discord aussi. Alors, je ne suis pas la plus assidue sur Discord, mais voilà, voilà toutes les boîtes, en tout cas, et les marques qui ont eu des projets et des choses dans cet écosystème, en tout cas, avaient des channels sur Discord. Parce que ça reste, voilà, les gens qui ont de la crypto, des wallets, ça reste quand même des canaux qui sont privilégiés, en tout cas par ces audiences-là. Mais voilà, après l'email, ça fonctionne pour tout le monde. Le LinkedIn, si on est sur des audiences qui peuvent être sur ces réseaux-là, c'est hyper intéressant aussi. Donc voilà, pour moi, il y a selon la marque, selon le projet, selon l'audience qu'on cible, je pense qu'il faut adapter ces canaux, mais ne pas forcément se couper, parce qu'on est sur du Web3, se couper de tous les canaux classiques qui sont quand même toujours assez efficaces. Ouais, c'est ça, finalement, moi je dis souvent, c'est un petit peu comme la DeFi qui aujourd'hui s'intègre de plus en plus à la finance traditionnelle. Bah là, finalement, c'est pareil, c'est-à-dire que on va intégrer à du marketing classique éventuellement de nouveaux outils, de nouveaux canaux, parce qu'on sait que une frange de notre clientèle est sensible aux cryptos, à la blockchain, possède des wallets, et donc va peut-être passer par certains canaux. Voilà, tu as parlé de Twitter, mais effectivement, selon le projet, selon l'entreprise, selon le produit ou le service qu'on propose et selon la clientèle qu'on a, bah, peut-être que tout le segment de clientèle va être utilisateur de Twitter et donc ça va être intéressant d'être sur Twitter, mais peut-être que ça va être qu'une frange de la clientèle et donc pour s'adresser à cette frange-là, on va passer par Twitter, alors que pour s'adresser à d'autres franges de clientèle, bah là on passera par d'autres outils. Donc c'est voilà, on vient juste en fait intégrer, adapter son marketing, mais sans réinventer la roue. C'est comme souvent en fait, hein, voilà, la blockchain, les cryptos, etc. Ne réinventent pas la roue. Donc du marketing dans une boîte qui gravite dans cet écosystème-là, bah, ça reste du marketing. On va éventuellement adapter, mais on va continuer à utiliser des outils et des canaux qu'on connaît tous et qui continuent de marcher, qui continuent de fonctionner. Donc après,
J'ai en tête par exemple Decathlon qui avait fait plusieurs tests sur des NFT adossés à certains produits Ouais. et qui avait partagé un petit peu un bilan de ce qu'ils en avaient tiré. Et donc je me rappelle qu'ils expliquaient que bah, ils avaient notamment touché une cible client qui était plus jeune. Voilà, ils se rendaient compte qu'ils arrivaient plus facilement à toucher les plus jeunes et que les plus jeunes en fait étaient beaucoup moins étaient beaucoup plus difficiles à toucher avec des canaux classiques comme le mail par exemple. Les jeunes générations sont beaucoup moins sensibles à l'email. Donc bah voilà, ça on va l'adapter. Mais après, ça, c'est pour les jeunes générations. Donc, il reste les autres qui, elles, sont beaucoup plus habituées à l'email. Et donc, bah, pour celles-là, l'email reste un canal tout à fait pertinent. Je me rappelle aussi que Decathlon expliquait qu'il constatait des niveaux d'engagement sur les clientèles qui avaient acquis les produits avec lesquels venaient des NFT. Bah, ils avaient constaté des niveaux d'engagement qui étaient beaucoup plus élevés. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes, mais oui, finalement, on intègre de nouveaux outils marketing à ceux qui sont déjà existants, on adapte son marketing, mais on réinvente pas la roue. Ou alors, j'ai envie de dire, dans des cas vraiment très spécifiques où on va adresser uniquement et purement une cible Web3 pure et dure. Et donc là, oui, dans ce cas-là, on va être sur voilà, du marketing vraiment très spécifique. Mais en fait, dans beaucoup de cas, on va continuer à utiliser du Google Ads, on va continuer à utiliser des canaux marketing comme l'email, comme le SMS et on va juste adapter ou ou venir ajuster ce qu'on fait déjà. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Parfait. Eh ben écoute, je pense on peut s'arrêter là. Nous n'avons plus de questions. Merci à toi d'être venu Plaisir. nous partager tout ça. Puis bah, je sais pas, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, peut-être qui hésitent à se former ou qui regardent un petit peu ces sujets, ces nouvelles technologies là dont on parle de plus en plus, qui prennent de plus en plus de place et voilà, qui se demandent bah, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans mon métier. Parce que bon, du coup, tu as eu aussi cette réflexion à un moment donné par rapport à ta pratique du marketing pendant des années et des années, et puis du coup, ce que tu as vu arriver comme nouveauté. Donc, voilà, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui sont finalement dans une position similaire à celle dans laquelle tu étais bah, avant de te lancer dans ces différentes formations? Moi, je pense que déjà, on vit dans une époque où on peut plus se dire, ce que j'ai appris, quand j'ai fait mes études, c'est un acquis et je vais vivre là-dessus, toute ma carrière. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Donc je pense que c'est hyper important de rester dans une dynamique d'apprentissage constant parce que, bah, déjà, c'est hyper stimulant et c'est ça qui est sympa aussi, de continuer à apprendre des choses et voilà, si on veut, pas se faire dépasser, enfin, on n'a pas parlé de l'IA, mais l'IA, c'est voilà, aujourd'hui, on peut plus faire sans et voilà, il y a des sujets comme ça où il faut arriver à rester agile et à continuer à apprendre. Je pense qu'en effet, l'IA, ça reste le gros sujet qui a pris le pas sur tout le reste. Le Web3 s'est fait engloutir par l'IA. Mais voilà, il y a quand même des sacrés cas d'usage de la blockchain aujourd'hui. Et ça reste quand même une techno qui va s'amplifier même avec l'IA quand ça va fonctionner bien ensemble. Donc oui, je pense que ça reste hyper important en tout cas, si c'est un sujet qui vous parle, qui vous plaît, qui vous attire, ça reste hyper important de se former, même dès aujourd'hui, pour bah, être prêt finalement quand tout ça va se remettre en mouvement et accélérer fort. Donc voilà, moi je suis d'avis si le sujet te plaît, voilà, d'y aller, de se former. BBS, en tout cas, moi j'ai adoré le parcours, c'était très complet. Donc moi j'avais fait plutôt la filière product, hein, donc parce que je ne suis pas tech, mais voilà, ça m'a apporté énormément. Au-delà de la blockchain, j'ai appris énormément de choses sur bah, tout l'aspect entrepreneuriat, mener un projet, pitcher son projet, faire des MVP, etc. Donc voilà, j'avais fait même un hackathon avec notre projet BBS, donc c'était génial, quoi. C'était une super expérience. Donc voilà, même si vous en faites pas votre métier demain, en tout cas, vous avez acquis
les bagages pour être prêt au moment venu. Donc voilà, moi je vous dis go. Parfait, bah écoute, excellent mot de la fin. Vous n'avez pas besoin d'être un techos pour pouvoir travailler dans ce secteur-là, loin de là, voilà. Vous en avez un exemple ici, hein, il y a des compétences marketing, bah, il y en a aussi besoin, comme plein d'autres compétences qui sont absolument pas techniques. Voilà. En revanche, il sera intéressant, voire indispensable que vous compreniez le fonctionnement technique de la blockchain, mais par contre, on ne vous demandera pas d'être ingénieur, d'être développeur. Et vous pourrez quand même travailler dans ce secteur-là. Moi-même, je n'ai pas non plus un profil technique. Donc, bah, écoute, excellent mot de la fin. Merci à toi. Bonne soirée, bonne continuation chez Absolute Labs. Merci, Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, voilà, sur de prochains lives ou de prochains événements en physique. ça marche, merci beaucoup. À bientôt, ciao. À bientôt, bonne soirée.